Tu es stérile, Amara. Tu ne pourras jamais donner d'enfant à mon fils. Alors fais tes valises et retourne chez ta mère, parce qu'ici, tu n'es plus rien. » Ces mots ont été prononcés un mardi soir, dans un salon de Douala, devant un homme qui n'a pas ouvert la bouche pour défendre sa femme. Mais ce que cette belle-mère ne savait pas, c'est que 5 ans plus tard, la vérité allait la rattraper d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Avant de continuer cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et laissez un pouce bleu. Vous ne le regretterez pas. Amara Nguemo avait 23 ans quand elle a rencontré Fabrice Tchouaméni. C'était un dimanche après-midi, à la sortie du temple évangélique de Bonamoussadi. Amara portait une robe jaune citron, ses cheveux tressés en cornes roses serrées. Elle sentait le beurre de karité et la vanille. Fabrice, lui, était grand, bien habillé, chemise blanche repassée, chaussures cirées. Il avait le sourire facile et la parole douce. Il l'a abordée au niveau du parking, près du vendeur de beignets haricots. Amara a ri. Un rire clair, sans méfiance. 3 mois plus tard, Fabrice demandait sa main. 6 mois après, ils étaient mariés. Une cérémonie modeste au quartier Aqua. 200 invités, d'une dolée, du poisson braisé, de la bière Castel. La mère de Fabrice, maman Colette, avait surveillé chaque détail du mariage. Elle avait choisi la salle, choisi le menu, choisi même la coiffure d'Amara. « Ma fille, ici, c'est moi qui sais comment on fait les choses », avait-elle dit avec un sourire qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. Amara n'avait rien dit. Elle voulait plaire. Elle voulait que cette famille l'accepte. Le jeune couple s'est installé dans un appartement de 3 pièces à Bonapriso. Le loyer était de 150 000 francs CFA par mois. Fabrice travaillait comme comptable dans une entreprise de transit. Salaire correct, mais pas extraordinaire. Amara, elle, avait son diplôme de gestion et a rapidement trouvé un poste d'assistante administrative dans une clinique privée à Bonanjo. 120 000 francs par mois. Dès le 1er mois de mariage, Amara a pris les choses en main. C'est elle qui payait le loyer, c'est elle qui remplissait le frigo chaque samedi au marché de Sandaga, c'est elle qui envoyait 25 000 francs à maman Colette à Bafang chaque fin de mois, sans que personne ne le lui demande. C'est elle qui avait acheté le téléviseur écran plat, c'est elle qui avait payé les rideaux, les draps, la vaisselle. Fabrice payait son forfait téléphonique et sa bière du week-end. « Mon mari travaille dur, il mérite de se reposer », disait Amara à sa sœur aînée, Cécile, quand celle-ci s'inquiétait. Cécile secouait la tête. Amara souriait. Et elle donnait. Oh, comme elle donnait. Quand le père de Fabrice est tombé malade, un diabète mal soigné qui a dégénéré, c'est Amara qui a payé l'hospitalisation à l'hôpital La Quintini. 300 000 francs pour les examens, 150 000 pour les médicaments, 80 000 pour la chambre individuelle. Fabrice avait dit qu'il rembourserait. Il n'a jamais remboursé. Quand la petite sœur de Fabrice, Sandrine, a voulu s'inscrire à l'université de Yaoundé, c'est Amara qui a payé les frais d'inscription. 75 000 francs, plus le trousseau, plus le 1er mois de loyer de la chambre. Amara ne comptait pas. Amara ne se plaignait pas. Amara priait chaque soir à genoux, au pied du lit, et remerciait Dieu pour sa famille. Mais ce qu'Amara ignorait, c'est que la vie lui préparait quelque chose d'inattendu. Il faut que vous compreniez quelque chose sur maman Colette. Maman Colette Tchouaméni, née Fotso, était une femme de Bafang. 57 ans. Le dos droit, le verbe haut, le regard qui juge avant même que vous n'ouvriez la bouche. Elle portait toujours un foulard noué serré sur la tête
et des boubous empesés qui craquaient quand elle marchait. Dans son quartier, on l'appelait Kotsette, parce que sa parole était la loi, dans sa maison, dans sa famille, dans son temple. Maman Colette avait élevé ses 4 enfants seule après la mort de son premier mari. Elle avait vendu du poisson fumé au marché de Bafang pendant 20 ans. Elle connaissait la valeur d'1 franc. Et elle considérait que tout ce que possédait son fils lui appartenait, y compris sa femme. Dès les premières semaines du mariage, maman Colette avait établi les règles. Elle appelait Fabrice chaque matin à 7 heures, chaque soir à 21 heures. Elle voulait savoir ce qu'il avait mangé, ce qu'Amara avait cuisiné, combien Amara avait dépensé, si Amara avait bien repassé ses chemises. Et quand elle venait à Douala, ce qui arrivait au moins 1 fois par mois, elle dormait dans le lit conjugal. Amara dormait sur le canapé. « C'est normal, ma fille. Une mère a toujours la priorité sur l'épouse. C'est ainsi chez nous. » Amara acceptait. Amara souriait. Amara pliait ses draps et s'installait sur le canapé sans un mot, le dos courbé contre les coussins durs, les pieds qui dépassaient de la coudoir. Et Fabrice ? Fabrice trouvait ça normal. Parce que maman Colette avait toujours tout décidé. Parce que Fabrice était un fils avant d'être un mari. Et il n'avait jamais appris la différence. Mais la situation allait devenir bien pire. 1 an de mariage, puis 2. Pas de grossesse. Au début, personne n'en parlait ouvertement, mais les regards avaient changé. Au temple, les femmes du groupe de prière chuchotaient quand Amara passait. Au marché, la voisine du 3e étage, Tantine Rose, lui lançait des piques enveloppées de sourires. Amara serrait les dents et souriait. Maman Colette, elle, ne souriait plus du tout. Elle avait commencé à appeler Fabrice chaque soir. Pas sur le téléphone fixe, sur WhatsApp. Des messages vocaux de 3, 4, 5 minutes. Amara les entendait parfois quand Fabrice oubliait de brancher ses écouteurs. Dit Fabrice écoutait. Il ne répondait rien. Mais Amara voyait son regard changer. Un voile, imperceptible d'abord, puis de plus en plus épais, comme un harmattan qui s'installe. Un soir, après le dîner, elle avait préparé du poulet DG avec des plantains bien dorés. Fabrice a repoussé son assiette. Elle a acquiescé. Elle n'avait pas peur. Elle avait confiance en Dieu et en son corps. Mais Fabrice n'avait pas dit 13. Il avait dit 14. Et dans la bouche de Fabrice, 15 voulait dire 16. Maman Colette est arrivée à Douala le lundi suivant, sans prévenir. Elle a posé sa valise dans le salon comme si c'était chez elle, s'est assise dans le fauteuil d'Amara et a allumé la télévision. « Ma fille, j'ai trouvé un bon docteur pour toi. Le docteur Kamga, à la clinique Saint-Luc de Bonamoussadi. C'est un spécialiste. Demain matin, on y va. » Amara a regardé Fabrice. Fabrice a baissé les yeux. « D'accord, maman, » a dit Amara. Le lendemain, maman Colette a accompagné Amara à la clinique. Elles ont fait la queue pendant 1 heure dans une salle d'attente qui sentait le désinfectant et la sueur. Des femmes enceintes passaient devant elles, le ventre rond, la démarche lente. Amara les regardait sans envie, avec douceur. Le médecin a prescrit une série d'examens. Prise de sang, échographie pelvienne, bilan hormonal. Amara a fait tous les examens. Tous. Sans protester. Maman Colette a insisté pour récupérer les résultats elle-même. « Je connais le médecin, ma fille. Je vais passer les prendre, comme ça tu n'auras pas à te déplacer. » Amara a trouvé ça étrange, mais n'a rien dit. Et ce n'était que le début. 3 jours plus tard, maman Colette est rentrée à l'appartement avec une enveloppe Kraft à la main.
Son visage était grave, ses lèvres serrées. Elle a posé l'enveloppe sur la table du salon, devant Fabrice, et a croisé les bras. « C'est ce que je craignais », a-t-elle dit. Fabrice a ouvert l'enveloppe. Il a lu le document en silence. Puis il a levé les yeux vers Amara, et dans ce regard, il n'y avait plus d'amour. Il y avait de la déception, du dégoût même. Amara a senti le sol se dérober sous ses pieds. La pièce a tourné. L'odeur du poisson séché que la voisine faisait cuire est entrée par la fenêtre et lui a donné la nausée. « Montre-moi le document », a-t-elle murmuré. Maman Colette a arraché la feuille des mains de Fabrice. « Tu n'as pas besoin de lire, ma fille. Le médecin a été très clair. C'est fini. » Amara a tendu la main. « S'il vous plaît, maman, c'est mon corps. J'ai le droit de voir. » Maman Colette lui a lancé un regard tranchant comme une lame de machette. Puis elle lui a tendu la feuille. Amara a lu. Des termes médicaux qu'elle ne comprenait pas. Des chiffres, un tampon, une signature. Le document avait l'air authentique. Le nom de la clinique était le bon. Le nom du médecin aussi. Son monde s'est écroulé. Cette nuit-là, elle a pleuré jusqu'à ce que ses yeux soient secs comme la terre de saison sèche. Elle a pleuré dans la salle de bain, assise sur le carrelage froid, le dos contre la porte, la main sur le ventre. Ce ventre vide. Ce ventre qu'on lui disait mort. Fabrice n'est pas venu la chercher. Il était au salon avec sa mère, et Amara les entendait parler à voix basse, comme des complices. À partir de ce jour, tout a changé. Maman Colette ne l'appelait plus Code 25. Elle l'appelait la femme de Fabrice. Puis simplement elle. Puis plus rien du tout. Fabrice dormait de plus en plus souvent sur le canapé. Quand Amara lui préparait le repas, il mangeait en silence, les yeux rivés sur son téléphone. Quand elle lui parlait, il répondait par monosyllabes. « Fabrice, tu veux qu'on aille au temple dimanche ?»« Fabrice, ta mère a besoin de nouveaux médicaments pour ton père. »« Fabrice, je t'aime. » Silence. Et Amara continuait à payer. Le loyer, l'électricité, la nourriture, les médicaments du père, les frais de Sandrine à Yaoundé. Elle envoyait même de l'argent à maman Colette, qui ne la remerciait plus. Un dimanche, au temple, le pasteur a prêché sur la patience de Job. Amara a fermé les yeux et s'est dit « Code 29 ». Mais la vérité allait bientôt éclater. Premier épisode d'humiliation. Un samedi après-midi, maman Colette a invité 3 de ses amis à l'appartement, sans prévenir Amara. Quand Amara est rentrée du marché, les bras chargés de sacs, elle a trouvé 4 femmes installées dans son salon, en train de boire du jus de gingembre et de manger des beignets. Ses beignets. Son gingembre. A lancé maman Colette. Pas de... Juste un ordre devant des étrangères. Amara a posé les sacs. Elle a respiré. Elle est allée à la cuisine. Et pendant qu'elle écaillait le poisson, les mains couvertes d'écailles et de sang, elle a entendu maman Colette dire à ses amis, en bas-mi-les-quais, pensant qu'Amara ne comprenait pas, « Cette fille-là, elle est sèche comme du bois mort, pas un seul enfant en 2 ans. Mais elle est utile à la maison, donc on la garde encore un peu. Quand Fabrice aura trouvé mieux, on la jettera. » Les femmes ont ri. Amara a serré le couteau dans sa main. Le métal était froid. Son cœur brûlait. Elle a servi le poisson. Elle a souri. Elle n'a rien dit. Ce soir-là, quand tout le monde est parti, Amara a lavé les assiettes. 17 assiettes, 9 verres, 6 fourchettes. Elle les a lavées un par un,
lentement, en regardant l'eau couler sur ses mains. Et elle a pensé à ce mot. Sèche. Sèche comme du bois mort. Elle a regardé son reflet dans la vitre au-dessus de l'évier. Et pendant une seconde, une seule seconde, elle s'est demandé si maman Colette avait raison. Si elle n'était qu'un meuble. Un objet utile qu'on jette quand il est usé. Puis elle a secoué la tête. Non. Elle était Amara Nguemo, fille de Jean-Pierre Nguemo, instituteur à Bafang. Fille de Madeleine Nguemo, couturière. Elle avait un diplôme, un travail, un cœur qui battait fort. Mais parfois, quand le mensonge est assez gros et qu'il est répété assez souvent, même les plus forts commencent à douter. Et ce n'était que le début des humiliations. 2e épisode. Un mercredi soir, Amara est rentrée du travail avec de la fièvre. 38,5. Elle grelottait. Elle a pris du paracétamol et s'est couchée. À 22h, Fabrice est rentré. Il sentait la bière et un parfum qui n'était pas le sien. Un parfum sucré, écœurant, comme du musc bon marché. Amara l'a senti depuis le lit. Son estomac s'est retourné. Pas à cause de la fièvre. « Quoi, 36 ?» a-t-elle demandé d'une voix faible. Fabrice a enlevé ses chaussures sans la regarder. « Avec des collègues. Pourquoi ? Tu es ma mère maintenant ?» Il s'est couché sur le canapé, sans lui demander comment elle allait, sans toucher son front, sans lui apporter un verre d'eau. Le lendemain matin, Amara s'est levée à 5h, toujours fiévreuse, pour préparer le petit déjeuner de Fabrice. Pain, omelette, café. Comme chaque matin. Parce qu'une bonne épouse ne se repose pas. Parce que c'est ce qu'on lui avait appris. Parce que sa mère lui avait dit. Un foyer, c'est la femme qui le tient. Même quand elle tombe, elle tient. Mais sa mère n'avait jamais imaginé un foyer comme celui-ci. Quand elle a posé l'assiette devant lui, Fabrice a regardé l'omelette et a dit. Il a repoussé l'assiette et est parti. Sans un mot de plus, sans un regard, comme si elle n'existait pas. Amara a mangé l'omelette, seule, debout dans la cuisine. Les larmes coulaient dans son assiette, salée comme l'eau de mer. Elle a lavé la vaisselle, elle a nettoyé la table, elle a mis son uniforme, et elle est allée travailler. Le corps brûlant de fièvre, le cœur brûlant de quelque chose de bien pire. Au bureau, quand Diane lui a demandé si ça allait, Amara a dit. Diane l'a regardé. Diane n'a rien dit, mais Diane n'était pas dupe. 3e épisode. Le pire. C'était un dimanche. La famille de Fabrice, oncle, tante, cousin, était réunie chez eux pour un repas de famille. Amara avait cuisiné depuis la veille. Héru et waterfoufou, ndolé et miondo, poisson braisé, beignets de maïs. Elle avait dépensé 80 000 francs de sa poche. Elle avait nettoyé l'appartement à fond. Elle avait emprunté des chaises aux voisins. Tout était parfait, jusqu'au moment du dessert. L'oncle Bernard, un homme massif, la voix comme un tonnerre, a tapé sur la table et a dit « Bon, Fabrice, parlons sérieusement. Ça fait presque 3 ans maintenant. Où est l'enfant ?» Le silence est tombé comme une brique. Tous les regards se sont tournés vers Amara. Pas vers Fabrice, vers Amara. Maman Colette a secoué la tête lentement, théâtralement. « Mon frère, on a fait les examens. C'est elle. Elle ne peut pas concevoir. Ses trompes sont bouchées. Les 2. Irréversibles. » Amara a ouvert la bouche pour parler, mais l'oncle Bernard l'a coupée. « Alors Fabrice, tu attends quoi ? Un homme a besoin d'un héritier. Ta mère a raison. Il faut trouver une solution. »
Amara a regardé Fabrice, son mari. L'homme à qui elle avait donné 3 ans de sa vie, des millions de francs, son corps, son temps, ses nuits, ses prières. Fabrice a baissé les yeux. Il n'a rien dit. Rien. Amara s'est levée de table. Elle est allée dans la chambre. Elle a fermé la porte doucement, sans claquer. Et elle s'est assise sur le lit, les mains sur les genoux, le regard fixe. Dehors, la conversation continuait. On parlait d'elle, comme si elle n'existait pas. Comme si elle était un meuble à remplacer. Une machine défectueuse. Elle entendait la voix de l'oncle Bernard proposer des noms de filles qu'il connaissait. « Il y a la fille de tonton Émile à Bafoussam. Belle fille. Hanches larges, bonne famille. » Elle entendait maman Colette acquiescer. « Je connais sa mère. Très bonne famille. » Et elle entendait le silence de Fabrice. Ce silence qui pesait plus lourd que tous les maux du monde. Quand les invités sont partis, Amara est sortie de la chambre. Elle a débarrassé la table. Elle a lavé les casseroles. Le ndolé avait collé au fond. Il a fallu frotter longtemps. Elle a balayé. Elle a rangé les chaises. Fabrice l'a regardé faire. Il n'a pas aidé. Il ne s'est pas excusé. Il a simplement dit la réalité. Cette nuit-là, Amara a prié. Pas à genoux cette fois. Allongée sur le dos, les yeux grands ouverts dans le noir, fixant le plafond. Et sa prière n'était plus la même. Ce n'était plus Cote 47. C'était « Seigneur, donne-moi la force de comprendre pourquoi. » Mais ce que toute cette famille ignorait, c'est que la vie préparait un retournement spectaculaire. Les mois ont passé. Amara a maigri. Ses pommettes saillaient. Ses yeux avaient perdu leur éclat. Ses robes flottaient sur son corps. Elle qui aimait le maquillage, un peu de poudre, un trait d'eyeliner, ne se maquillait plus. Elle attachait ses cheveux en un chignon serré, sévère, comme pour contenir tout ce qu'elle ressentait à l'intérieur. Au marché de Sandaga, les commerçantes qu'elle connaissait lui lançaient des regards inquiets. Tantine Marguerite, la vendeuse de tomates, lui a un jour glissé dans l'oreille « Ma fille, mange, mange bien, tu es en train de disparaître. » Amara a acheté ses tomates et est partie. Au travail, sa collègue Diane, une bassa de Kribi, franche et directe, le genre de femme qui dit ce qu'elle pense et qui pense ce qu'elle dit, lui a dit un jour à la pause déjeuner, en la regardant picorer son riz sans appétit, « Amara, tu as l'air d'un fantôme. Qu'est-ce qui se passe chez toi ?» Amara a hésité. Puis elle a tout raconté. Les résultats, la belle-mère, le silence de Fabrice, l'humiliation du dimanche. Diane l'a écoutée sans l'interrompre. Puis elle a posé sa fourchette et a dit « Amara a froncé les sourcils. Diane a hoché la tête lentement. Le monde d'Amara s'est arrêté. Non, elle n'avait jamais pensé à ça. Parce qu'elle avait fait confiance. Parce qu'on ne remet pas en question les résultats médicaux. Parce qu'on ne soupçonne pas sa propre belle-mère de mentir sur quelque chose d'aussi grave. Mais Diane avait planté une graine, et cette graine allait germer. Le samedi suivant, sans rien dire à personne, Amara est allée à l'hôpital général de Douala. Seule. Elle a pris un Bolt à 6 heures du matin, avant que Fabrice ne se réveille. Elle a payé tous les examens de sa poche. 120 000 francs. Bilan hormonal complet. Échographie pelvienne. Hystérosalpingographie. Elle a attendu les résultats pendant 5 jours. 5 jours qui ont duré 5 siècles. Le jeudi, le gynécologue, le docteur Mbianda,
une femme d'une 50aine d'années, le regard doux mais ferme, l'a reçue dans son bureau. « Madame Chouameni, j'ai vos résultats. » Amara a serré les accoudoirs de la chaise. Ses ongles se sont enfoncés dans le simili-cuir. « Vos trompes sont parfaitement perméables. Les deux. Votre bilan hormonal est normal. Votre utérus est en excellente santé. Madame, médicalement, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas concevoir. » Amara n'a pas bougé. Le médecin a continué. Tirez bas, cote, tirez bas, 56, tirez bas, tirez bas. Elle n'a pas terminé sa phrase. Elle n'avait pas besoin de le faire. Amara a pris la feuille de résultat. Ses mains tremblaient. Pas de tristesse, de rage. Une rage froide, dense, silencieuse comme le fond de l'océan. Elle a remercié le médecin. Elle est sortie de la clinique. Elle s'est assise sur un banc en béton, sous un manguier, et elle a regardé le ciel. 3 ans. 3 ans de honte. 3 ans de larmes. 3 ans à croire que son corps était brisé. 3 ans à accepter les insultes, les silences, les regards. Et tout ça était un mensonge. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Quelque chose en elle s'est éteint. Et quelque chose d'autre, quelque chose de plus dur, de plus froid, de plus déterminé, s'est allumé. Ce jour-là, Amara est morte. Et une autre Amara est née. La tentation est grande, quand on découvre un mensonge de cette ampleur, de courir chez l'ennemi et de tout casser. De crier, de frapper, de brûler. Amara n'a rien fait de tout cela. Elle est rentrée à la maison. Elle a préparé le dîner. Du riz sauce arachide avec du poulet. Elle a souri à Fabrice. Elle a même appelé maman Colette pour prendre de ses nouvelles. « Bonsoir maman, comment allez-vous? Le genou va mieux ?» À l'intérieur, elle brûlait. À l'extérieur, elle était un lac. Le lendemain, elle a commencé sa préparation. Méthodique, silencieuse, invisible. Étape 1, l'épreuve médicale. Elle est retournée voir le docteur Mbianda et a demandé un certificat médical détaillé, tamponné, signé, attestant de sa parfaite fertilité. Elle a aussi demandé une copie certifiée de tous ses résultats d'examen. Elle les a fait légaliser chez un notaire de Bonangeau. Coût 25 000 francs. Étape 2, les faux documents. Elle est retournée à la clinique Saint-Luc, celle où maman Colette l'avait amenée. Elle a demandé à consulter son dossier médical. Le réceptionniste a hésité, mais Amara était patiente. Elle a attendu. Elle a souri. Elle a insisté poliment. Finalement, on lui a montré son dossier. Et là, elle a compris. Les vrais résultats étaient normaux. Tout était normal. Maman Colette avait récupéré les résultats, puis les avait remplacés par de faux documents. Un faux rapport médical, fabriqué par un infirmier complice, un certain Alain, un cousin éloigné de maman Colette, qui travaillait à la clinique comme aide-soignant. Amara a demandé une copie certifiée de ses vrais résultats. Elle les a obtenus. Elle avait maintenant 2 documents. Les vrais résultats de la clinique Saint-Luc et les faux résultats que maman Colette avait présentés. Le contraste était accablant. Étape 3, l'argent. Amara a fait le calcul de tout ce qu'elle avait dépensé pour la famille Chouameni en 3 ans. Elle a tout noté dans un cahier bleu. Loyer, 5 400 000 francs. Nourriture, 2 millions. Soins médicaux du père,
530 000 francs. Frais universitaires de Sandrine, 375 000 francs. Envoi à maman Colette, 900 000 francs. Divers, meubles, appareils, vêtements pour Fabrice, 1 200 000 francs. Total, plus de 10 millions de francs CFA. Elle a fait des photocopies de tous les reçus, relevés bancaires et preuves de virements mobile monnaie qu'elle avait conservés. Étape 4. Le logement. En secret, Amara a trouvé un studio meublé à Coteau, dans le quartier de la Montée. 50 000 francs par mois. Elle a payé 3 mois d'avance. Elle a commencé à y transporter ses affaires, petit à petit, chaque jour un sac. Ses vêtements, ses documents, son diplôme, les bijoux de sa mère, ses photos d'enfance. Étape 5. Le juridique. Elle a consulté Maître Essomba, une avocate spécialisée en droit de la famille à Deido. L'avocate a étudié le dossier et a dit « Madame, vous avez un cas solide. Falsification de documents médicaux, manipulation psychologique. Vous pouvez demander le divorce pour faute et obtenir des dommages et intérêts. » Amara a hoché la tête. « Je ne veux pas d'argent, maître. Je veux ma liberté. Et je veux que la vérité soit dite. » Tout ce processus a pris 2 mois. 2 mois pendant lesquels Amara a continué à sourire, à cuisiner, à payer les factures, à dire « Oui, maman » et « Oui, chérie ». Personne n'a rien soupçonné. Parce que personne ne regardait Amara. Pas vraiment. Mais ce que Fabrice ignorait aussi, c'est qu'il n'était pas aussi discret qu'il le croyait. Pendant qu'Amara préparait son départ, elle a découvert, presque par accident, que Fabrice avait une maîtresse. Une certaine Bénédicte, vendeuse de téléphones au marché de Mbopi. 21 ans. Fabrice lui envoyait 50 000 francs par mois, de l'argent qu'Amara gagnait. Amara l'a découvert en faisant la lessive. Le téléphone de Fabrice a sonné dans la poche de son pantalon. L'écran affichait un message WhatsApp. « Mon bébé, tu viens ce soir ? J'ai cuisiné ton plat préféré. Bénédicte, cœur. » Amara a lu le message. Elle a reposé le téléphone. Elle a continué à frotter le pantalon. Elle a même enlevé la tache de sauce tomate sur le col de la chemise. Puis, elle a ajouté cette information à son dossier. Le jour est arrivé un vendredi soir. Amara avait tout planifié. Chaque mot, chaque geste, chaque document. Elle a préparé un dernier repas. Le meilleur. Poulet DG avec des plantains parfaitement caramélisés. Salade de concombre. Jus de folleret bien frais. Elle avait même acheté une nappe blanche, neuve. Fabrice est rentré à 19h. Maman Colette était là. Elle était venue passer le week-end, comme souvent. Elles étaient au salon devant la télé. « Oh, ça sent bon ce soir !» a dit Fabrice en posant sa mallette. Amara a souri. « Assieds-toi, mon cœur, le repas est prêt. Maman aussi, venez, j'ai quelque chose à vous dire. » Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de calme, trop calme, comme l'air avant l'orage. Ils se sont assis. Amara a servi les assiettes. Elle s'est assise en face d'eux. Elle n'a pas mangé. Fabrice a ri nerveusement. Maman Colette a plissé les yeux. Un instinct animal, celui du prédateur qui sent le danger. Amara a posé sur la table une grande enveloppe marron, épaisse, lourde. Elle a ouvert l'enveloppe et a sorti les documents, un par un, comme un juge qui présente les pièces à conviction.
Le premier, les faux résultats médicaux. Ceci est le document que vous m'avez montré, maman. Celui qui disait que mes trompes étaient bouchées. Celui qui a détruit ma vie pendant 3 ans. Le deuxième, les vrais résultats de la clinique Saint-Luc. Ceci est mon vrai dossier médical, récupéré directement à la clinique. Mes trompes sont parfaitement saines. Je suis fertile. Je l'ai toujours été. Le troisième, le certificat du docteur Mbianda de l'hôpital général. Le quatrième, les preuves de transfert d'argent. Ceci est la liste de tout ce que j'ai payé pour cette famille. 10 205 000 francs CFA en 3 ans. Chaque franc est documenté. Le cinquième, les captures d'écran de WhatsApp. Le silence dans la pièce était assourdissant. Fabrice avait la bouche ouverte. Sa fourchette était suspendue en l'air. Le plantain était tombé. Maman Colette. Maman Colette qui n'avait jamais perdu le contrôle. Maman Colette qui avait toujours un mot, toujours une réplique, toujours une justification. Maman Colette était muette. Son teint avait viré au gris. Amara a continué, d'une voix parfaitement posée. Pas un tremblement, pas une larme. Pendant 3 ans, j'ai cru que mon corps était cassé. J'ai pleuré chaque nuit. J'ai accepté vos insultes. J'ai supporté vos regards. J'ai nourri cette famille, habillé cette famille, soigné cette famille. Et pendant tout ce temps, vous me mentiez. Elle s'est tournée vers maman Colette. Maman Colette a ouvert la bouche. Amara a levé la main. Elle s'est tournée vers Fabrice. Et toi, mon mari, l'homme que j'ai aimé, l'homme pour qui j'ai sacrifié ma jeunesse, mon argent, ma dignité, tu n'as jamais pris ma défense. Pas une seule fois. Quand ta famille m'a humiliée devant tout le monde, tu as baissé les yeux. Tu n'es pas un mari. Tu n'es pas un homme. Tu es l'ombre de ta mère. Fabrice a reculé sur sa chaise, comme s'il avait reçu une gifle. Amara a sorti un dernier document de l'enveloppe. Ceci est une demande de divorce, signée par mon avocate, maître Essomba. Tu recevras la convocation au tribunal la semaine prochaine. Elle s'est levée. Elle a pris son sac. Un petit sac à main noir, celui qu'elle portait le jour de leur première rencontre. Elle a regardé maman Colette une dernière fois. Il y a un proverbe que ma grand-mère disait toujours. 0. Elle a posé les clés de l'appartement sur la table, à côté de l'assiette de poulet DG, à côté de la nappe blanche qu'elle avait achetée. Puis elle est sortie. Elle n'a pas claqué la porte. Elle l'a fermée doucement. Un petit clic. Le son le plus silencieux et le plus dévastateur de toute cette histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que la vie a une mémoire. Et la vie est patiente. Le 1er mois après le départ d'Amara, Fabrice n'a pas paniqué. Il avait Bénédicte après tout. Il l'a installée dans l'appartement. Maman Colette était ravie. « Code 81 » disait-elle au téléphone à ses amis. « Code 82 » Mais Bénédicte n'était pas Amara. Bénédicte ne payait pas le loyer. Bénédicte ne cuisinait pas. Bénédicte ne se levait pas à 5 heures pour préparer le petit déjeuner. Bénédicte ne souriait pas quand on l'insultait. Bénédicte regardait son téléphone. Bénédicte sortait avec ses amis. Bénédicte demandait de l'argent. 50 000 ici, 30 000 là, un nouveau téléphone, de nouveaux cheveux, un sac à main de marque.
Et quand Fabrice hésitait, elle disait « Tu ne m'aimes pas, c'est ça ? Si tu m'aimais, tu ne compterais pas. » Fabrice entendait ces mots et quelque chose se tordait dans sa poitrine. Parce que ces mots, il les connaissait. Il les avait entendus à l'envers pendant 3 ans, dans la bouche d'Amara. On donne sans compter. Sauf qu'Amara donnait vraiment. Bénédicte, elle, ne faisait que prendre. La première facture d'électricité impayée est arrivée au bout de 6 semaines. Puis la facture d'eau. Puis le rappel du propriétaire. Au bout de 2 mois, Fabrice ne pouvait plus payer le loyer. Sans le salaire d'Amara, l'appartement de Bonapriso était hors de portée. Le propriétaire a envoyé un premier avertissement. Une lettre glissée sous la porte. Puis un deuxième, un appel sec, froid. Au 3e mois, il a envoyé un huissier. Un homme en costume gris, avec un dossier sous le bras et aucune compassion dans le regard. Fabrice et Bénédicte ont été expulsés. Ils se sont retrouvés dans une chambre-salon à Bonaberry, de l'autre côté du pont Woury. 40 000 francs par mois. Un seul ventilateur qui brassait l'air chaud. Des cafards dans la cuisine. Des moustiques la nuit. L'eau qui coule 2 jours sur 7. Les murs tachés d'humidité. L'odeur de moisissure qui imprégnait les vêtements. Fabrice s'est assis sur le matelas posé à même le sol et il a regardé autour de lui. Il a pensé à l'appartement de Bonapriso, au rideau qu'Amara avait choisi, au frigo qu'elle remplissait chaque samedi, à l'odeur du poulet DG qui sortait de la cuisine. Et pour la première fois, un mot lui est venu à l'esprit. Un mot qu'il avait toujours refusé de prononcer. Cote 85. Maman Colette est venue voir le logement. Elle est entrée, a regardé les murs, a vu le cafard courir le long de la plinthe et a dit « Cote 86 ». Elle est repartie à Bafang le jour même. Et c'est alors que Bénédicte a montré son vrai visage. Un soir, Fabrice est rentré fatigué du travail. Il avait sauté le déjeuner parce qu'il n'avait plus d'argent pour manger au restaurant. Il espérait trouver quelque chose à la maison. Mais la cuisine était vide. La vaisselle sale s'empilait dans l'évier. Bénédicte était sur le canapé, le téléphone à la main, en train de rire avec quelqu'un en appel vidéo. « Bénédicte, tu n'as rien préparé à manger ?» Elle a levé des yeux. « Tu me prends pour quoi ? T'as bonne ? Si tu as faim, va au Carrefour acheter quelque chose. Moi, j'ai déjà mangé. » Fabrice l'a regardée. Et il a vu maman Colette. Il a vu le même regard, le même mépris. Sauf que cette fois, c'était lui qui le recevait. « Fabrice, c'est quoi ce taudis ? Tu m'avais dit que tu avais de l'argent. Tu m'avais dit que tu étais quelqu'un. Tu me fais honte. Je ne peux même pas poster de photos de cet endroit sur WhatsApp. Mes amis vont se moquer de moi. » Fabrice a encaissé, en silence, les mains sur les genoux, le regard au sol, le miroir karmique, parfait, symétrique, implacable. Bénédicte l'a quitté au bout de 4 mois. Elle est partie un matin pendant que Fabrice était au travail. Elle a emporté le téléviseur écran plat, celui qu'Amara avait acheté, le ventilateur et les draps du lit. Elle a laissé un message WhatsApp. « C'est fini, je mérite mieux. Ne m'appelle plus. » Fabrice a lu le message en rentrant. Il s'est assis sur le matelas nu. Il a regardé l'espace vide où le téléviseur se trouvait. Et il a ri. Un rire sec, amer. Le rire de quelqu'un qui comprend trop tard. Fabrice s'est retrouvé seul, dans une chambre qui sentait le moisi, avec une pile de factures impayées et un silence qui hurlait. Au bureau, ses collègues savaient. Tout le monde savait. Douala est une petite ville quand il s'agit de ragots. On chuchotait dans son dos.
On évitait de s'asseoir à côté de lui à la cantine. Le comptable qui avait laissé sa femme payer toutes ses factures. Le fils à maman qui n'avait pas su défendre son foyer. Quant à maman Colette, la nouvelle de la falsification s'est répandue comme l'eau de pluie dans les caniveaux de Bafang. WhatsApp est impitoyable au Cameroun. Les captures d'écran des documents ont circulé. Quelqu'un les avait photographiés. Peut-être Sandrine, la petite sœur, qui avait toujours secrètement aimé Amara et qui n'avait jamais pardonné à sa mère ce mensonge. Au temple de Bafang, les femmes du groupe de prière ont appris la vérité. Maman Colette, la respectable, la pieuse, la femme qui citait la Bible à chaque repas, celle qui s'asseyait toujours au premier rang et qui donnait des leçons de morale aux autres, avait falsifié des résultats médicaux pour détruire le mariage de son propre fils. Le pasteur l'a convoqué. Il ne l'a pas chassé du temple, ce n'est pas ainsi que ça se fait. Mais il lui a dit, d'une voix douce qui coupait plus qu'un couteau: « Maman Colette, la Bible dit que la vérité libère. Mais le mensonge, lui, emprisonne. Vous vous êtes emprisonné vous-même. » Le cousin Alain, l'aide-soignant complice, a été renvoyé de la clinique Saint-Luc. Il a perdu son diplôme. Il vend maintenant des recharges téléphoniques au bord de la route nationale. Et maman Colette? Elle ne pouvait plus marcher dans le marché de Bafang sans que les vendeuses chuchotent sur son passage. La honte. La pire punition dans une communauté où tout le monde connaît tout le monde. Où le regard de votre voisine est un tribunal. Où la réputation est un capital qui ne se rembourse pas. Maman Colette a cessé de sortir. Elle restait chez elle, les volets fermés, la télévision éteinte. Elle qui commandait, elle qui dirigeait, elle qui décidait. Elle était devenue invisible. Un fantôme dans sa propre maison. Et Amara? Amara a respiré. Les premiers jours dans son studio de Koto, elle n'a rien fait. Rien du tout. Elle est restée assise sur son lit, un petit lit simple avec un drap blanc, et elle a regardé par la fenêtre. Elle voyait les toits en tôle du quartier, les câbles électriques qui pendaient, un manguier dont les feuilles bruissaient au vent. Elle entendait les cris des enfants qui jouaient au football dans la rue, les klaxons des motos, le muezzin de la mosquée voisine, la musique gospel qui sortait du bar en face. Elle a dormi. Beaucoup. 15 heures par jour, parfois. Son corps réclamait le repos qu'elle lui avait refusé pendant 3 ans. 3 ans à se lever à 5 heures. 3 ans à cuisiner, nettoyer, repasser, sourire, encaisser, payer, prier, pleurer. Son corps avait une dette de sommeil. Il fallait la rembourser. Sa sœur Cécile venait la voir tous les 2 jours. Elle apportait de la nourriture, du poisson fumé, des bananes plantains, du pain frais. Elle ne posait pas de questions. Elle s'asseyait à côté d'Amara, lui prenait la main et restait là, en silence, parfois pendant 1 heure. Un jour, Cécile a dit « Tirez bas, quote, tirez bas, 94, tirez bas, tirez bas. » Amara a hoché la tête. Elle n'avait pas encore la force de parler. Les premiers mois ont été difficiles. Pas financièrement. Elle avait son salaire, elle avait ses économies, elle avait sa rigueur. Mais émotionnellement. La nuit, elle se réveillait en sueur, le cœur battant, persuadée d'être encore dans l'appartement de Bonapriso, persuadée d'entendre la voix de maman Colette dans le salon. Le matin, elle tendait le bras vers l'autre côté du lit, par réflexe, avant de se souvenir qu'il n'y avait plus personne.
Et parfois, dans les moments les plus inattendus, en payant ses courses au supermarché, en attendant un Bolt sous la pluie, en mangeant une mangue sur son balcon, les larmes venaient, sans prévenir, sans raison apparente. Sauf que la raison, elle la connaissait. 3 ans de larmes retenues, ça ne s'évacue pas en une semaine. Mais Amara avait quelque chose que Fabrice n'avait jamais eu, la capacité de se reconstruire, pierre par pierre, jour par jour, avec patience et méthode. Elle a d'abord retrouvé les petites choses, le plaisir de manger sans cuisiner pour quelqu'un d'autre, le plaisir de regarder un film sans que personne ne change la chaîne, le plaisir de dormir en diagonale dans le lit, les bras en étoile, le plaisir de dépenser son argent pour elle-même, un pagne neuf, un flacon de parfum, un livre. Puis elle a retrouvé les grandes choses. Elle a repris ses études. Un MBA en gestion des entreprises, en cours du soir à l'Université catholique de Douala. 3 fois par semaine, après le travail, elle traversait la ville en taxi pour aller s'asseoir dans un amphithéâtre climatisé et apprendre la stratégie d'entreprise, le marketing digital, la gestion de projet. Elle était la plus âgée de sa promotion. Elle était aussi la plus assidue. Diane, sa collègue de la clinique, celle qui avait posé la question qui avait tout changé, la question qui avait sauvé la vie d'Amara, est devenue plus qu'une collègue. Elle est devenue une amie, une vraie. Le genre qui vous appelle à 23h quand elle sent que vous allez mal. Le genre qui vous prête de l'argent sans demander quand vous le rendrez. Le genre qui vous dit la vérité, même quand la vérité fait mal. C'est Diane qui lui a présenté Madame Eyinga, une femme d'affaires de Kribi qui importait du cacao transformé vers l'Europe. Amara a investi 500 000 francs, toutes ses économies personnelles. Un risque, un vrai risque. Mais Amara savait que la prudence excessive était ce qui l'avait maintenue captive pendant 3 ans. Il fallait oser. En 6 mois, elle a doublé sa mise. Ce succès lui a donné la confiance qu'il lui manquait. Elle a quitté la clinique. Elle a lancé sa propre entreprise, un cabinet de conseil en gestion administrative pour les PME de Douala. Ngemo Consulting. Elle connaissait les formulaires, les procédures, la comptabilité, les déclarations fiscales. Elle savait ce que les petits patrons ne savaient pas. Et surtout, elle était rigoureuse, méthodique. Fiable. Tout ce qu'elle avait donné gratuitement à la famille Tchouaméni pendant 3 ans, elle le vendait maintenant. Et on la payait bien. En 1 an, elle avait 8 clients réguliers. En 2 ans, 23. Elle a embauché 2 assistants, des jeunes diplômés qu'elle formait elle-même, avec la patience et l'exigence d'une mère. Elle a loué un bureau à Aqua, dans un immeuble avec ascenseur et climatisation. Son nom était écrit sur la porte en lettres dorées. Elle a acheté une voiture, une Toyota Corolla d'occasion, mais en bon état, blanche, avec la climatisation qui marchait. Chaque matin, quand elle tournait la clé de contact, elle pensait à cette époque où elle prenait le bus bondé pour aller travailler, debout, serrée entre les corps, pour économiser les frais de taxi et pouvoir envoyer de l'argent à maman Colette. Elle ne regrettait rien, mais elle n'oubliait rien non plus. Mais ce qu'Amara ne savait pas, c'est que la vie avait encore une surprise pour elle. Et puis, un mardi soir, presque 5 ans jour pour jour après la nuit des faux résultats, Amara est allée à un séminaire professionnel à l'hôtel Sawa. Un séminaire sur la digitalisation des PME africaines. Elle était venue pour apprendre, elle est repartie
avec autre chose. Eric Ndongo, ingénieur en génie civil, 35 ans, calme, gentil, les épaules larges mais le geste doux, le genre d'homme qui écoute avant de parler, le genre d'homme qui pose des questions et attend les réponses, le genre d'homme qui tient la porte, qui tire la chaise, qui demande code 96 et qui attend vraiment la réponse. Il l'a abordé au buffet, devant les petits fours. Pas avec une réplique religieuse, pas avec un compliment sur son physique. Il a dit « J'ai écouté votre intervention sur la gestion documentaire. C'était très pertinent. Vous avez une carte de visite ?» Amara a souri. Pour la première fois depuis longtemps, un homme s'intéressait à son cerveau avant de s'intéresser à son corps. Amara ne cherchait pas l'amour. L'amour l'a trouvé. Ils se sont fréquentés lentement, patiemment, comme deux adultes qui savent que la précipitation est l'ennemi du vrai. Eric a rencontré Cécile, la sœur d'Amara. Il a rencontré ses parents à Bafang. Il a mangé le ndolé de sa mère. Il a serré la main de son père. Il a pris le temps. Il n'a jamais pressé. Quand Amara lui a raconté son histoire, tout, sans rien cacher, Eric l'a écouté jusqu'au bout. Puis il a dit « Amara, ce que tu as traversé aurait brisé n'importe qui. Mais tu es encore debout. C'est ça qui me plaît chez toi. Pas ta beauté, pas ton entreprise. Ta force. » 1 an plus tard, ils se sont mariés. Une cérémonie simple au temple de Koto. 30 invités. Du poulet braisé et du jus de fruits frais. Des fleurs de bougainvillier sur les tables. Pas de belle-mère toxique. Pas de discours sur les héritiers. Pas d'oncle Bernard qui tape sur la table. Juste de l'amour. Simple, propre, vrai. La mère d'Éric, maman Thérèse, a pris Amara dans ses bras après la cérémonie et lui a dit « Et dans sa voix, il n'y avait pas de condition, pas de sous-entendu, pas de piège. » Amara a fermé les yeux dans cette étreinte et elle a compris la différence entre une famille qui vous possède et une famille qui vous accueille. Et 7 mois après le mariage, Amara est tombée enceinte. Elle l'a appris un matin, dans la salle de bain de leur nouvel appartement. Un 3 pièces à Bonamoussadi, lumineux, avec un balcon qui donnait sur un jardin. Elle a regardé le test de grossesse. 2 barres. 2 petites barres roses qui disaient « 100 ». Elle s'est assise sur le rebord de la baignoire. Elle a porté la main à son ventre. Et elle a dit, à voix haute, à elle-même, à son enfant, à l'univers. Quote 101. Un garçon. 3,6 kg. Des poumons puissants. Il a crié si fort à la naissance que les infirmières ont ri. Eric a pleuré. Cécile a dansé dans le couloir de la maternité. Diane a envoyé un message WhatsApp avec 37 émojis de feu. Amara l'a pris dans ses bras. Ce petit corps chaud contre sa poitrine. Cette odeur de nouveau-né, de lait et de promesses. Elle a fermé les yeux et pour la première fois en 5 ans, elle a pleuré de joie. Des larmes propres, des larmes neuves, des larmes qui n'avaient rien à voir avec celles qu'elle avait versées sur le carrelage froid de la salle de bain de Bonapriso. Quelques mois plus tard, Amara a reçu un message WhatsApp de Fabrice. « Amara, j'ai appris pour le bébé. Félicitations. Je voulais te dire, je suis désolée. Pour tout. Si tu pouvais me pardonner un jour. » Amara a lu le message.
Elle a posé le téléphone. Elle a regardé son fils qui dormait dans son berceau. Elle a regardé Éric qui préparait le biberon dans la cuisine en chantonnant. Puis elle a repris le téléphone et a tapé. « Je te pardonne, Fabrice. Pas pour toi. Pour moi. Parce que la colère est un poison et je refuse de le boire. Mais ma porte est fermée. Elle ne se rouvrira jamais. Prends soin de toi. » Elle a envoyé le message. Puis elle a bloqué le numéro. Elle a pris son fils dans ses bras. Elle a respiré l'odeur de sa peau. Et elle a souri. Cette histoire, mes amis, nous enseigne 3 choses. Premièrement, la vérité est comme l'eau. Vous pouvez construire un barrage, vous pouvez la cacher derrière des mensonges, des faux documents et des alliances secrètes. Mais l'eau finit toujours par trouver son chemin. Toujours. La vérité aussi. Deuxièmement, votre valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de vous. On a dit à Amara que son corps était cassé. On lui a dit qu'elle ne valait rien. Et elle a failli le croire. Mais la vérité de votre corps, de votre esprit, de votre âme, personne ne peut vous l'enlever. Personne. Pas une belle-mère, pas un mari. Personne. Troisièmement, la vraie force n'est pas dans le cri. Elle est dans le silence. Amara n'a pas crié. Elle n'a pas frappé. Elle n'a pas brûlé la maison. Elle a préparé. Elle a planifié. Elle a agi. Et quand elle a ouvert la bouche, chaque mot était une balle. Chaque document était une preuve. Et chaque silence de Fabrice était un aveu. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a donné la force de croire en vous, alors partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui en a besoin. Et laissez un commentaire pour nous dire: avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un a essayé de vous briser? Comment vous en êtes-vous sorti? Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification et on se retrouve dans la prochaine histoire. Parce que la vie a toujours une leçon à nous donner. Il suffit d'écouter.